Ce travail est présenté en collaboration avec l'Unione Montana del Pinerolese dans le cadre de la loi qui préserve le français sur notre territoire en qualité de langue minoritaire. Le projet, en origine plus articulée, prévoyait la présentation d'un spectacle théâtral et d'une exposition. Malheureusement, à cause de la pandémie de Covid-19, le spectacle n'a pas été présenté, mais l'exposition, en italien et en français, a eu lieu en 3 occasions différentes, en juillet, août et septembre 2020. Suite à l'exposition, une marche en Val Noce a été faite sur le sentier des Charbonniers et le spectacle sera reprogrammé dans le futur. Au nom de l'Associazione di Promozione Sociale Saint-Jean, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail. La grande capacité professionnelle des charbonniers des vallées autour de Pinerolo a fait qu'ils étaient très appréciés à l'étranger. Et pour cela, dans la période de la grande émigration, de nombreux charbonniers de leur famille partirent à l'étranger à la recherche de fortune, en offrant leur capacité dans la production du charbon. Pour avoir une idée de la dimension des flux, après 1900, de toute la péninsule partaient complessivement environ 2000 personnes chaque jour, l'équivalent des habitants d'un petit bourg. Le phénomène toucha toute l'Italie dans son ensemble. Il suffit de penser que 45% du total des départs concernait le sud du pays et le 44% le nord. Le cadre régional ne démeut pas ce scénario. La région qui a donné le contribut majeur a été la Sicile, suivie de la Vénétie, du Piémont et de la Lombardie. En général, les États-Unis, suivis par la France, furent rejoints par la majorité des émigrants italiens. Les recherches de grande dimension, comme également par l'utilisation de diverses sources et analyses microhistoriques, ont consenti d'évidencier certaines caractéristiques particulières des flux migratoires piémontais, dont la langue durait d'une mobilité territoriale qui avait d'antiques racines, des réseaux locaux et des amples itinéraires étendus. À travers les mêmes observations est apparu entre autres comme non seulement les zones sous-développées montagnardes et rurales étaient lieux de différentes formes de mobilité, mais aussi zones avec une vocation définie pré-industrielle. La longue période temporaire de la migration interne et internationale mise en évidence par les études sur des zones d'antique vocation manufacturière, telles la zone de Chieri, de Pinerolo et de Bielle, a démontré comme dans le Piémont, la mobilité, outre avoir des racines dans l'ancien régime, avait diverses formes, soit en entrée que pour la sortie. Par exemple, les zones industrialisées n'étaient pas étrangères à l'émigration, étant choisies comme destination par les travailleurs qui venaient d'autres zones ou de la Vénétie ou qui étaient attirés par les industries locales. Le long du parcours de notre exposition, nous avons vu comme la production de charbon végétal a été une activité économique importante dans les siècles passés et jusque dans les années 50-60 du siècle dernier, soit dans la région de Pinerolo, soit dans d'autres localités italiennes, des Alpes et des Apennins. Mais de nos jours encore, la production de charbon végétal est répandue dans différentes parties du monde. Un exemple à se rappeler est le parc national de Virunga au Congo, créé en 1925 et déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Ces dernières années, un projet financé par le WWF et la communauté européenne a permis de planter 10 millions d'arbres, avec la participation de la communauté locale et de l'État pour chercher à fournir une ressource alternative au bois brûlé, qui soit compatible avec l'environnement. Les scientifiques ont calculé le pourcentage de plantes et de matériel végétal utilisé par l'homme pour obtenir aliments, bois et combustible, et ont découvert que les êtres humains utilisent chaque année le 20% de la production primaire nette des plantes qui poussent sur la terre ferme. Pour faire front à ce besoin, il est nécessaire d'activer au niveau global un processus pour contraster la déforestation, qui a de graves répercussions tant sur le changement environnemental que climatique. L'humanité doit protéger et recréer les écosystèmes naturels, et par-dessus tous les forêts. Parce que rétablir les écosystèmes forestiers est sûrement une méthode efficace pour ralentir les modifications de l'environnement.
inclus celui du climat et le déclin de la biodiversité, et pour continuer à contribuer à la subsistance de la population mondiale. Une étude retient que la surface disponible pour le rétablissement de la forêt est de plus de 2 milliards d'hectares dans le monde entier, une zone plus grande que l'Amérique du Sud. La plus grande partie de ces terres se trouve dans les zones tropicales et tempérées. 1,5 milliard serait plus adapté pour une restauration à mosaïque, sur petite et très petite échelle, où la forêt et les arbres sont associés à d'autres usages du sol, entre autres agriculture, agriculture familiale et des petites propriétés et des communautés habitatives et commerciales. Les auteurs de cette étude ont parlé pour l'Italie de presque 8 millions d'hectares disponibles pour des interventions à petite échelle et pour 1,5 million d'hectares pour interventions à mosaïque, essentiellement destinés à la réduction des risques liés aux désastres naturels, l'augmentation de la biodiversité et l'amélioration du paysage. Courte fiche de présentation des principales essences forestières que l'on trouve dans les bois de notre vallée et qui donc étaient utilisées pour la production de charbon. Castanea sativa, le châtaignier. Arbre à feuilles caduques, à couronne ample et à l'allure imposante, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Arbre à longévité importante et à croissance lente, les exemplaires cultivés qui comptent plusieurs centaines d'années ont un tronc qui peut atteindre une mesure colossale. C'est une espèce très commune de notre montagne. Traditionnellement cultivé dans toute la vallée, le châtaignier faisait partie intégrale du paysage de la moyenne montagne, arrivant jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Corylus avellane, le noisetier, arbuste à feuilles caduques, diffus et fréquent dans toute la vallée. Généralement, il pousse en bouquets composés de nombreuses tiges flexibles dont l'hauteur peut atteindre 5 mètres. Au début, tige droite, puis souvent courbée. Cette espèce est facilement reconnaissable au moment de la floraison qui, dans certaines zones, commence en janvier-février. Fagus sylvatica, le hêtre. Arbre grand feuillu, imposant et majestueux à la couronne étalée, il peut atteindre 40 mètres d'hauteur. Dans la zone du Piémont occidental, où il peut être considéré comme le roi de la forêt, il commence à pousser déjà à 800 mètres d'altitude, où il remplace en général les bois de châtaignier en taillis, mais il peut pousser également à 1600 mètres d'altitude. En Europe, c'est un des principaux latifoliés qui forment de vastes bois souvent purs. Le bois a peu de pouvoir chauffant. À cause de l'humidité et du haut pourcentage d'hydrogène, le pouvoir calorifique intérieur du bois séchant à l'air se réduit à 2500-3000 kcal pour kilo. Cette valeur doit être confrontée avec le pouvoir calorifique supérieur du charbon fossile, qui peut arriver à 8700-9000 kcal par kilo. Donc, il était important de trouver une façon de le travailler qui aurait permis d'obtenir un bois combustible avec un majeur pouvoir calorifique. Dans leur désir de produire un combustible avec un majeur pouvoir calorifique par rapport au bois, les charbonniers avaient inventé un processus de combustion partielle ou combustion pyrolytique, même s'ils ne connaissaient pas le mécanisme thermodynamique. Ceci est organisé par des lois thermodynamiques qu'aujourd'hui nous connaissons. En synthèse, nous considérons la combustion de la cellulose, principale constituante du bois séché utilisé par les charbonniers. Les deux autres constituants, la lignine et l'hémicellulose, viennent pour simplifier le procédé, mis de côté, mais cela ne change pas les résultats. Réchauffant la cellulose hors de la portée de l'air et donc de l'oxygène, on provoque la pyrolyse complète de la matière, avec la formation de bitume visqueux charbonifère et de produits gasseux constitués essentiellement de méthanol. Au contraire, si on réchauffe la cellulose avec une quantité d'oxygène importante, on obtient une combustion complète et le résidu solide final est constitué seulement de cendres mineures. Les charbonniers réussirent de façon empirique à faire arriver d'une façon presque complète le processus de combustion pyrolytique de l'hydrogène avant la combustion du charbon.
Même en utilisant des méthodes empiriques avec une savante manualité, les humbles charbonniers réussirent à gérer un patrimoine forestier de façon soutenable. Leur méthode de production du charbon végétal représente une optimisation des paramètres thermochimiques du processus de combustion partielle de la cellulose et permet d'obtenir et de commercialiser un combustible avec un haut pouvoir calorifique produit en locaux, exploitant les ressources forestières.